Bon, je vous propose, il est 14h30, après la petite pause méditation pour attendre les derniers arrivants, je vous propose qu'on commence. Merci d'être si nombreux. Je ne vous attendais pas aussi nombreux compte tenu des circonstances. Donc, merci d'être là. Donc moi, je suis Anne Chanon. Je dirige le département des services RSE d'Eti-Finance. On reprend pour cet atelier un thème qu'on avait déjà traité l'année dernière, à savoir l'intégration des critères extra-financiers dans les financements, mais en l'élargissant, puisque l'année dernière, on avait traité uniquement de la dette bancaire et donc de l'intégration de l'ESG dans la dette bancaire, et qu'on élargit cette année au sujet aussi de l'intégration dans l'equity, c'est-à-dire les introductions en bourse, les augmentations de capital, etc. Sur ces sujets-là, il se passe énormément de choses. La dynamique est très, très forte. Chez Eti-Finance, on a créé en 2017, donc ce n'est pas si vieux que ça, une ligne de développement sur les financements durables. Et on a une demande très, très dynamique sur ce sujet. Donc ça nous réjouit évidemment de tout point de vue, à la fois parce que c'est symptomatique d'une dynamique qui prend, et puis pour Eti-Finance, c'est pas mal. Alors, sans plus attendre, je ne vais pas introduire plus que ça. Je vous propose de passer à l'animation de cet atelier. Cet atelier, je vais vous présenter au fur et à mesure les intervenants, d'autant que je réalise que je n'ai pas mis, veuillez m'en excuser, les prénoms et noms. Je vous les présenterai au fur et à mesure. Donc cet atelier, on va le structurer en deux temps. Le premier temps, c'est d'un point de vue finance, politique de financement, qu'est-ce que ça fait pour une entreprise? Pourquoi on intègre de l'ESG? Pourquoi on prend cette peine-là? Et avec le recul, puisqu'on a finalement, on commence maintenant à avoir du recul sur ces sujets-là, qu'est-ce que ça a apporté en termes de financement? Voilà. La deuxième question, ça sera de l'autre côté de la barrière, côté RSE. Qu'est-ce que ça apporte? Est-ce que ça apporte quelque chose? Est-ce que c'est simplement, entre guillemets, un acte de communication financière que certains pourraient critiquer parce que, éventuellement relevant du greenwashing? Ou est-ce qu'il y a un vrai impact du côté des équipes RSE? Donc on va balayer ces deux sujets. On a donc deux entreprises qui sont Hoffman Green Cement, ils se présenteront, Technology, pardon, avec Jérôme Caron, et Decathlon avec Domingos Antunes. On a aussi, mais sous une forme dématérialisée, l'entreprise Bell. Monsieur Rousseau souhaitait participer, mais les consignes de sécurité sanitaire ont changé jeudi, et donc il nous a envoyé des petites capsules vidéo, donc je vous les partagerai. Et nous avons par ailleurs deux représentants du monde bancaire, Ports-en-Par avec Cyril Gontier et HSBC avec Guylaine. Alors, sans attendre... Ah si, il faut que je vous dise aussi, mais vous êtes peut-être habitués si vous avez des ateliers depuis ce matin, on me dit qu'on ne peut pas passer de micro pour les questions, donc que les questions sont posées de façon dématérialisée en se rendant sur le site de ProDurable, en cliquant dans Programme, édition 2020, mais là, ça va de soi. La session, ça doit être la session 353, puisque c'est le nom de la salle, et en cliquant Interaction conférence. Et vous nous envoyez vos questions. Cela étant, si ça ne marche pas, je pense qu'en se levant et en parlant un peu fort, sans micro, ça va le faire aussi. Alors, on commence d'emblée tout de suite sur la première question qui concerne les politiques de financement. Finalement, et donc je me tourne vers Cyril, puisqu'on va d'abord parler d'equity, donc introduction en bourse, augmentation de capital, l'ESG dans ce cadre-là. Donc Cyril, ça fait un moment que vous êtes sur ces sujets d'intégration de l'ESG dans les IPO, un moment que vous le recommandez aux entreprises que vous accompagnez. Pourquoi? Et puis avec le recul, pourquoi ça devient de plus en plus important? Très bien, Anne. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Avant toute chose, je me présente en quelques mots. Cyril Gontier, je suis Managing Director au sein de Ports-en-Par. Ports-en-Par étant une filiale du groupe BNP Paribas. Une filiale d'environ 200 personnes dédiée au conseil à la fois de particuliers, mais aussi d'entrepreneurs ou de fonds d'investissement qui souhaitent investir particulièrement dans un univers qui nous concerne chez Ports-en-Par, l'univers dit des small et mid-caps, c'est-à-dire des petites et moyennes valeurs.
Donc si on regarde la cote, on va agir sur les capitalisations boursières, les valeurs d'entreprise jusqu'à environ 1 milliard d'euros. Et pour ce qui est des entreprises, l'activité que je dirige au sein de Ports-en-Part, pour vous donner là aussi un chiffre, Ports-en-Part dirige une introduction en bourse sur 3 sur la place de Paris dans cet univers de valeurs, des capitalisations boursières inférieures à 1 milliard d'euros et des levées de fonds jusqu'à environ 100 millions d'euros. Alors pour répondre à ta question, Anne, pourquoi on recommande à nos clients d'intégrer des éléments extra-financiers? J'allais dire qu'aujourd'hui, ça n'est plus une option, c'est une obligation. Pourquoi c'est une obligation? Il faut regarder du côté des investisseurs. Quand on réalise une opération d'introduction en bourse ou quand on réalise une opération de marché, par exemple une augmentation de capital, on est là pour chercher des fonds. Et quand on cherche des fonds, on s'adresse aux investisseurs. Et quels sont les investisseurs aujourd'hui qui ont la capacité d'investir, qui collectent des fonds? Si on regarde précisément, on se rend compte que les fonds dits ESG sont les fonds qui collectent le plus sur les marchés et particulièrement en France. Je vous donne quelques chiffres. Selon l'AFG, en 2018, les fonds avec ce côté investissement responsable avaient des encours d'environ 1 000 milliards d'euros. En 2019, ces mêmes fonds géraient plus de 1 400 milliards d'euros, soit une augmentation de plus de 40%. Donc clairement, on voit que les fonds aujourd'hui qui collectent, les fonds qui drainent de l'épargne des particuliers, aujourd'hui sont des fonds ESG et représentent peu ou prou environ 10% des capitaux en France. Donc on voit bien qu'il nous faut adresser ces fonds d'investissement dans une introduction en bourse ou dans une augmentation de capital. Donc on en revient à cette conclusion, ça n'est plus une option, c'est une obligation de pouvoir adresser ces fonds ESG. Et pour pouvoir les adresser, il faut avoir des critères extra-financiers. Merci Cyril. Alors je vais me tourner vers Monsieur Caron, donc CFO d'une société que je vais vous laisser présenter, Hoffman Green Cement Technology. On a travaillé avec vous l'année dernière, on a produit une notation extra-financière et des éléments d'engagement sur votre RSE dans le cadre de votre introduction en bourse qui a eu lieu en septembre 2019 si je ne me trompe. Si je formule la question de façon un peu provocative, finalement, vous qui êtes déjà un pure player des sujets green, pourquoi prendre la peine par ailleurs de faire une notation ESG en vous introduisant en bourse? C'est déjà lourd une introduction en bourse. Oui, tout à fait. Bonjour, Jérôme Caron, donc je suis le directeur financier d'Hoffman Green Cement Technology. Alors 2 mots sur Hoffman Green. Hoffman Green, nous sommes un cimentier qui produit et commercialise des ciments à très basse empreinte carbone. Alors 2 mots sur le métier du ciment. Pour produire du ciment traditionnel, qui est un produit qui est utilisé partout dans le monde avec des propriétés exceptionnelles depuis des dizaines d'années, on prend du calcaire, on le brûle à 1500 degrés pendant une vingtaine d'heures et on obtient une poudre qui, quand on la mélange à des granulats et de l'eau, devient du béton. Alors c'est un produit qui a des caractéristiques très bonnes, qui est utilisé, donc, comme je disais, partout dans le monde, qui a un gros défaut, c'est qu'il a un bilan carbone qui est exécrable. Globalement, pour produire 1 tonne de ciment, vous émettez 1 tonne de CO2 dans l'atmosphère. Donc le Hoffman Green produit des ciments à très basse empreinte carbone sur la base du développement durable et de l'économie circulaire. Nous venons capter des coproduits industriels, donc des déchets industriels, que l'on active à froid et l'on obtient in fine une poudre avec exactement les mêmes caractéristiques que le ciment traditionnel, mais avec bien entendu un bilan carbone divisé par 5. Donc pourquoi est-ce qu'on s'est orienté dans le cadre de notre IPO vers des investisseurs ESG? Ça nous semblait assez naturel que de se tourner vers des investisseurs ayant notre sensibilité. L'ESG, le développement durable, est au cœur de notre ADN. Mais on a voulu effectivement aller un petit peu plus loin que cela lors de notre IPO et on a voulu se faire noter effectivement par des professionnels de la performance extra-financière pour 2 raisons. La première, avoir une vision très objective de notre niveau de maturité en matière d'ESG, pouvoir se comparer à nos pairs.
Mais je dirais la raison la plus importante, c'est pouvoir se fixer une feuille de route très claire sur les actions, les axes de progrès, de manière à être en amélioration permanente dans le temps vis-à-vis de notre approche ESG. Et finalement, cet audit sert à la fois nos investisseurs, puisqu'on est complètement transparent sur les indicateurs et sur notre feuille de route, et est un moteur très fort en interne vis-à-vis de nos équipes et vis-à-vis de notre projet d'entreprise. Merci Jérôme. Cyril, juste pour boucler sur ce point-là, là on vient de voir avec Hoffmann un acteur qui est intrinsèquement sur des métiers déjà de la décarbonation, etc. Est-ce que ce type de notation, vous le recommandez exclusivement à ce type d'opérateur ou c'est plus large? Alors aujourd'hui, c'est beaucoup plus large. Toutes les sociétés sont concernées par le ESG. Que ce soit une entreprise, un équipementier automobile, une société dans la grande distribution, un acteur comme Hoffmann. Enfin, il n'y a absolument aucune objection à ce que toutes les sociétés soient adressées. Parce que l'ESG, ce n'est pas simplement tout ce qui est environnement. C'est aussi la politique salariale, c'est la gouvernance de l'entreprise, c'est le positionnement de l'entreprise dans son écosystème, ses relations avec ses clients, ses fournisseurs. Et en cela, être accompagné par un acteur indépendant va pouvoir mettre en place un certain nombre de critères, une grille permettant de regarder le positionnement de la société dans ces différents univers. Donc là, on a finalement de nombreuses clés, des clés du succès de l'entreprise et pas simplement sur le domaine de l'environnement. Donc oui, ça s'adresse pas simplement à Jérôme et à Hoffmann, ça s'adresse à toute entreprise. D'accord, merci. Alors, je suis désolée pour cette espèce d'écho. Ouais. Je ne sais pas si le monsieur qui est en salle là-bas peut faire quelque chose, mais bon, voilà, je suis désolée, je ne maîtrise pas les conditions techniques. On va passer au sujet de la dette durable. Donc, comment ce sujet... Antoine, tu peux venir m'aider là, parce que... ce sujet est pris en compte aussi dans la dette et singulièrement dans la dette bancaire. Avant de te faire réagir, Domingos, on va lancer la première intervention de M. Rousseau qui nous explique. Et c'est intéressant parce qu'eux, ils ont diversifié. Ils ont commencé par la dette bancaire et puis ensuite, ils sont allés sur la dette financière. Bonjour, je suis Benoît Rousseau, trésorier du groupe Bell. Je suis désolé de ne pas être parmi vous. Il n'est vraiment pas parmi nous, là, pour l'instant. Vas-y, fais-le. C'était bien parti. Bonjour, je suis Benoît Rousseau, trésorier du groupe Bell. Je suis désolé de ne pas être parmi vous cet après-midi. On l'entend. Oui, au moins on l'entend, mais il a pris la peine de nous... Ah, voilà. Pour rappel, le groupe Bell est un groupe familial coté de près de 3,5 milliards de chiffre d'affaires, connu pour ses marques iconiques que sont Vache qui rit, Kiri, Mini Babybel, Boursin et maintenant aussi Pompot. Le groupe est engagé dans le développement durable depuis maintenant plus de 15 ans. Mais pendant longtemps, la RSE est restée très centrée sur elle-même. Ce n'est qu'en 2015, à l'occasion du nouveau plan stratégique de l'entreprise, que nous avons mis en place une véritable stratégie axée sur la RSE pour une croissance durable et un développement responsable. Notre président, à cette occasion, nous a demandé à ce que chacun, à l'intérieur de l'entreprise, puisse identifier des actions concrètes de la RSE. En 2017, à l'occasion d'un refinancement bancaire et fort des expériences d'Unibail et de Philips, nous sommes rentrés en discussion avec l'aide de nos équipes RSE, avec nos banques, pour identifier quels pourraient être les critères extra-financiers que nous pourrions inclure dans nos lignes de crédit. Rapidement, nous avons identifié 3 critères. Un critère en faveur de l'amont laitier pour une agriculture plus responsable, un critère sur la réduction des gaz à effet de serre et un critère sur la mise en place de programmes de nutrition. Ces 3 critères, que l'on retrouve dans notre document de référence, sont aujourd'hui certifiés par nos commissaires aux comptes. Cette opération a été un véritable succès et nous a permis de renforcer à la fois notre communication interne et notre communication externe. En externe, cela nous a permis de diffuser notre stratégie d'entreprise pour une entreprise responsable et un développement durable, à la fois auprès de nos banques, mais aussi d'un certain nombre de partenaires, type nos clients, nos fournisseurs.
Et en interne, cela nous a permis aussi de renforcer la communication sur notre plan stratégique et sur nos engagements RSE. En 2019, alors que nous avions mis en place un refinancement d'une opération de placement privé, nous avons aussi décidé d'inclure ces critères dans cette opération de placement privé. Pourquoi? Parce que nous adressions non plus uniquement à des banques, mais à des investisseurs institutionnels, et nous voulions que notre engagement soit aussi bien compris par les banques que par les investisseurs institutionnels. Ces deux opérations ont été un véritable succès. Maintenant, nous ne souhaitons pas que toutes nos opérations de financement, partout dans le monde, incluent ces critères. Voilà, nous avons fait deux opérations, une en faveur des banques, une avec nos investisseurs institutionnels, et elles ne seront pas étendues à toutes nos opérations de financement. Voilà, je crois que c'est tout. Donc, Domingos, si je te retourne la question qui est de se dire, donc il y a un an maintenant, vous avez lancé un prêt adossé à des critères de performance extra-financière que TIFinance a été missionné pour évaluer les critères. Si c'était à refaire, vous le referiez et pourquoi au fond, enfin, pourquoi vous vous êtes lancé dans cette aventure-là? Bonjour à toutes et à tous pour commencer. Je ne vais pas vous parler de Decathlon parce que je pense que tout le monde à peu près connaît Decathlon dans la salle. Je vais revenir plutôt sur la genèse du projet chez Decathlon. Globalement, on s'était posé la question il y a maintenant 3 ans de savoir comment traduire l'ADN de Decathlon. L'ADN de Decathlon est assez simple, c'est l'humain et la planète. Si on veut continuer à vendre des produits sportifs, il faut préserver la planète et l'humain est au centre des préoccupations chez Decathlon, puisque le premier indicateur de chaque responsable et leader d'équipe est de savoir si son équipe se porte bien. Donc on s'est posé la question, on a essayé de trouver des indicateurs qui soient intéressants, mais surtout des indicateurs qui soient des indicateurs internes. Et pour être transparent, on avait déjà ces indicateurs, mais ils étaient peu suivis. Donc ce qu'on avait comme problème, c'est que globalement, tout le monde était conscient de ces indicateurs. Tout le monde les respectait, tout le monde trouvait que les objectifs à atteindre étaient plutôt louables. Seulement, ils n'étaient jamais respectés. Tous les ans, nos objectifs étaient dépassés, on ne les respectait pas. On s'est donc dit, bon, concrètement, comment peut-on obliger les gens à avoir des actions sur ces indicateurs? Et on m'a contacté en me disant, bah, tiens, 80% du financement du groupe Decathlon est fait par la holding. Est-ce qu'on ne pourrait pas intégrer des indicateurs RSE dans nos financements? Ça a été un long périple, pour rien vous cacher. On a mis quasiment 2 ans pour avoir des indicateurs qui soient audités, visés par une seconde partie opinion par TIFinance, de façon à avoir des indicateurs qui soient internes. Le but, c'était vraiment d'avoir une transparence et que tout le monde les comprenne, que ça soit en interne, mais également en externe, et d'avoir une transparence de communication entre les deux. Et donc, au bout de 2 ans, nous avons émis nos 2 premiers financements avec ces 6 critères RSE. 2 sont sur l'humain. On a quand même une partie de production chez Decathlon. On est producteur, peu de gens le savent, mais on produit également nos produits. Donc, on a 2 indicateurs, un sur l'humain et un sur l'émission de CO2 par produit en production. Et le dernier, c'est bien sûr l'émission de CO2 par produit avec une réduction et un engagement à 10 ans qui sont intégrés dans nos financements. Si c'était à refaire, je le referai pour plusieurs éléments. Le premier, c'est que globalement, ça nous a permis, en interne et en externe, d'être alignés sur notre communication RSE. La deuxième, c'est que ça a permis d'impacter directement nos filiales sur les critères RSE en leur disant, si vous ne respectez pas vos critères, mon taux de financement moyen va être augmenté puisqu'on a un markup si on ne respecte pas ces critères. Et on a bien sûr, si on les respecte, le taux de financement est diminué. Vous allez être impacté. Donc, du point de vue interne, ça a été une arme parfaite, puisque globalement, quand vous parlez à un DAF en lui disant bah, pas de souci, tu ne les respectes pas, ton taux de financement va être augmenté. Et donc, regarde un petit peu tout cela. Et aussi parce que concrètement, sur la partie finance, on s'est vu poser beaucoup de questions sur la partie RSE. J'en ai déjà parlé plusieurs fois avec Anne, mais les premières fois où on m'a posé des questions à l'époque, j'avais des analystes de banque, mais aussi des analystes crédit on est sur les billets de trésorerie. Vous avez des analystes qui viennent régulièrement pour regarder votre crédit, mais regarder également s'ils vont investir, qui ont commencé à me poser énormément de questions sur la RSE.
pur financier. Je vous avouerai que je connaissais un petit peu les indicateurs, mais la méthode de calcul ou la façon de communiquer dessus, je n'étais pas réellement maîtrisant. Et le fait d'avoir travaillé sur ce partenariat avec 2 banques pour l'instant nous a permis, de nous adapter à la discussion, mais aussi d'avoir des rapports sur ces critères à communiquer, notamment le rapport d'Equifinance, ce qui est plutôt simple quand vous avez à discuter, lorsque vous avez un rapport d'une agence de rating, c'est plutôt simple en termes de communication, plutôt que revenir sur vos critères. Donc voilà, du point de vue, si c'était à refaire, je le referais. La chose, pour le souligner, c'est que globalement, toutes nos lignes, mis à part dans la période Covid où ça a été un peu compliqué, qui vont être renouvelées au fur et à mesure du temps, le seront avec ces mêmes critères. Et on cherche à aller bien au-delà juste de ces financements bancaires, mais on a également un programme de reverse factoring qui est du financement de nos fournisseurs sur lequel on est en train de travailler, de façon à bien avoir en fait l'intégralité de notre panoplie de financement qui intègre ces critères, de façon à pouvoir les redescendre par la suite. Merci Domingos. J'ajouterais quelque chose qui m'avait frappé quand on s'était rencontrés l'année dernière. Tu avais dit quelque chose qui ressemble à ce que nous a dit Cyril de Ports-en-Part, qui est de dire finalement moi je le fais en tant que trésorier, je le fais parce que je crois que demain ça sera plus une option. C'est une façon de me préparer à froid à quelque chose qui, de toute façon, du côté des banques et des marchés financiers, va nous être demandé de façon systématique. Donc, tu avais cette idée aussi quand vous êtes rentré là-dessus. Clairement, oui. On est un peu atypique chez Decathlon. On aime faire les choses à notre manière. Et dans un de mes premiers soucis, le premier souci, c'était celui de devoir subir des critères imposés par le marché et pas internes. Pourquoi ? Parce que dans l'animation qu'on veut avoir dans le futur, c'est une animation directe, c'est-à-dire animer mes filiales de la même façon que les banques m'animent. Et pour faire ça, si vous n'utilisez pas vos indicateurs internes, vous allez perdre la moitié des gens au bout de la première explication. Donc le but, c'était vraiment d'anticiper et d'avoir un modèle qui soit propre à Decathlon, mais aussi qui cerne nos besoins. C'est-à-dire que dans notre modèle, ces 5 indicateurs sont pondérés de façon différente. L'indicateur humain chez nous est plutôt bien managé et on est plutôt bon dessus. Sur tout ce qui est émission de CO2, on n'est pas très bon. Donc, dans les lignes de financement que nous avons mis une pondération beaucoup plus forte sur le CO2 que sur l'humain, sur lesquels on est déjà sur des niveaux de satisfaction au-dessus de 87%. Et donc, on s'est vraiment mis sous contrainte de façon à ce que ces indicateurs nous soient propres, mais drive aussi nos axes d'amélioration. D'accord, je te remercie parce que ça me sert de transition assez naturelle avec la deuxième question. La deuxième question, c'est la portée transformationnelle de ces financements durables finalement. Est-ce qu'on fait du greenwashing et de la communication financière ou est-ce que ça aide vraiment l'entreprise à se transformer? Donc, tu as un petit peu anticipé sur la réponse, mais je sais que tu as d'autres choses à partager avec nous. Alors, on va reprendre le même... on va commencer par Hoffmann. Donc, Monsieur Caron, est-ce que... au-delà de cette IPO réussie, dans laquelle vous avez en effet réussi à diversifier votre base actionnariale, est-ce que, en termes de RSE, depuis finalement ça fait quasiment 1 an, il y a des choses qui ont bougé, qui n'auraient pas bougé si vous n'aviez pas eu cette démarche-là? Clairement oui, beaucoup d'éléments. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, le premier élément, c'est qu'on a aujourd'hui une vraie feuille de route. Et pour être tout à fait transparent avec vous, si on n'avait pas eu autour de la table des investisseurs RSE, et si nous n'étions pas introduits en bourse, je pense qu'aujourd'hui, nous n'aurions pas cette feuille de route RSE. Donc on a un plan d'action qui est très clair. Et ce qui nous paraissait extrêmement important chez Hoffmann, c'est qu'à la fois ce plan d'action, bien entendu, serve à nos investisseurs pour mesurer et pour avoir la température et l'évolution effectivement RSE d'Hoffmann, mais que ce soit de véritables outils en interne pour construire et avoir des plans d'action concrets. Donc on a aujourd'hui un plan d'action qui est extrêmement clair et qui est partagé avec l'ensemble de nos équipes et qui fait partie pour moi du projet d'entreprise. Deuxième fait marquant et deuxième alignement, on va dire, c'est qu'on a recruté un responsable RSE. On n'avait pas de responsable RSE l'année dernière lorsqu'on s'est introduit en bourse. Et immédiatement, on s'est emparé du sujet. Et parmi les premiers recrutements post-IPO, ça a été effectivement le recrutement d'un responsable RSE. Ce qui est important aussi de dire, c'est que dans cet alignement, donc on a un alignement à différents niveaux de l'organisation de l'entreprise et au niveau de la gouvernance de l'entreprise. On a fait le choix
d'une organisation, d'une ESA avec directoire et conseil de surveillance. Donc on a une répartition des rôles entre les managers très opérationnels, donc les membres du directoire, et les décisions plus stratégiques qui sont prises par nos membres du conseil de surveillance. Et au sein de ce conseil de surveillance, qui est composé de 6 membres, nous avons 3 membres indépendants. Voilà. Ce qui n'était pas le cas en fait, de la forme juridique de l'entreprise préalablement à l'IPO. On était dans une société anonyme, à action simplifiée. Donc on a changé la forme et on a opté pour une forme qui était en adéquation avec les objectifs que nous recherchions. Donc on a plein d'objectifs et plein d'exemples en fait, à donner. Dernier exemple qui est extrêmement parlant, c'est qu'on a mis assez rapidement aussi en place un plan d'action gratuite pour l'ensemble de nos salariés. Un, pour les remercier de l'investissement fait préalablement à l'IPO et bien entendu pour les mobiliser autour du projet d'entreprise et pour être aussi attractif auprès de nouveaux candidats souhaitant rejoindre Hoffmann Green. Merci pour ce témoignage. Et c'est important, hein, parce que ce n'est pas parce qu'on est un acteur de la transition qu'on est forcément responsable. Donc c'est intéressant de faire d'avoir la double focale. Sur ces questions, si on passe sur maintenant le côté dette bancaire et dette de façon générale, on va entendre pareil Bell et Domingo, je te laisserai rebondir. Quel recul pouvons-nous avoir après 3 ans d'expérience et 3 ans de mise en place de ces critères KPI extra-financiers? La première chose, c'est qu'il ne faut pas sous-estimer la charge de travail que cela représente. Il faut s'assurer qu'il y ait un véritable engagement de toutes les équipes, en particulier RSE, ingénierie, à la réalisation et à l'atteinte de ces critères. Il faut s'assurer que toutes les personnes sont parfaitement alignées, et ce, tout au long de l'année. En effet, souvent, ces critères sont certifiés uniquement à la fin de l'année, à la fin de l'exercice. Mais il est absolument important d'avoir un suivi régulier. L'exemple que nous pouvons avoir ici est que nous, en 2019, nous nous sommes aperçus trop tard que nous ne serions pas capables d'atteindre un de nos objectifs. Et il était absolument impossible de mettre en place des mesures compensatoires dans un laps de temps suffisamment court pour le respect de ce critère. Souvent, en finance, lorsque nous n'atteignons pas un critère, nous allons voir nos banques et nous faisons ce que l'on appelle un waiver, c'est-à-dire que nous allons demander plus de souplesse en échange d'une augmentation de prix. Ici, dans les critères extra-financiers, je pense que ce n'est absolument pas la bonne méthode, puisque en fait cet engagement est un engagement fort sur lequel nous ne devons pas revenir en arrière pour demander plus de souplesse. Au contraire, nous devons plutôt dégager plus de moyens pour l'atteinte et le respect de nos engagements. C'est donc plutôt une accélération des ressources qui va être mise en place pour revenir dans l'objectif. Ce que l'on peut dire, c'est qu'en 2019, la non-atteinte d'un des critères a été un véritable électrochoc pour le groupe. Et sans ces engagements forts vis-à-vis de tiers, je pense que nous n'aurions pas mis aussi vite en œuvre les mesures compensatoires. En ce sens, la mise en place de critères extra-financiers dans ces lignes de financement et ces crédits permet de renforcer l'engagement et de mettre des moyens souvent supplémentaires pour l'atteinte de ces critères dans un laps de temps donné. Après 3 ans d'expérience, nous sommes ravis d'avoir intégré ces KPI extra-financiers dans nos opérations de financement. Ces opérations ont été un véritable booster de notre stratégie d'entreprise pour une entreprise responsable et une croissance durable. Elles ont permis de réaffirmer les engagements du groupe et de démontrer qu'une fois de plus, Bell restait un leader dans les engagements RSE.
Merci, Monsieur Rousseau. Moi, quand j'écoute ça, je bois du petit lait parce qu'il y a 4-5 ans, enfin, j'ai un peu le privilège de l'âge, ça fait quand même un moment que je travaille sur ces sujets, que les directeurs financiers tiennent ce type de propos. Je trouve ça très sympa. Est-ce que, Domingos, tu as commencé, hein, tu nous as expliqué l'incentivation des filiales, etc. Est-ce que vous avez été confronté, alors vous avez un peu moins de recul que Bell, mais voilà, par rapport à ce que vient de dire Benoît, là. Je pense qu'il y a deux choses qui sont importantes. En effet, c'est qu'on s'est rendu compte que ces financements apportaient de la matérialité en interne, en tout cas sur le public financier. Ce qui a fait que globalement, dans notre conseil d'administration, la directrice du service RSE est rentrée au conseil, mais également que dans nos communications mensuelles où on avait tendance à mettre l'évolution du chiffre d'affaires, du résultat et des KPI qui sont assez retail, on a aussi incorporé nos 5 indicateurs RSE pour bien le montrer à tout le monde. Et je pense que ça a eu un impact assez important. Pourquoi ? Parce que concrètement, on a commencé à avoir un recentrage de tout le monde. Et quand je dis recentrage, c'est surtout des financiers, puisque notre service RSE travaillait déjà énormément sur ces KPI, ce qui nous a permis d'aller travailler en cascade, en fait, et de se dire que ces financements allaient nous servir à faire un entonnoir et rattacher chaque bout de la finance et lui donner un KPI de façon à être sûr que ce KPI, on a différentes activités, on a de la production, on a de la logistique, et on est allé mettre par entonnoir des indicateurs sur l'émission de CO2, sur l'humain, de façon à ce que chaque service arrive clairement à revenir sur le KPI global. Donc ça, on est en plein dans ce travail et c'est assez compliqué, pour rien vous le cacher. Sur la partie retail, c'est assez simple puisque globalement, on est en bout de chaîne et c'est assez simple en animation. Sur la production, c'est beaucoup plus compliqué parce que lorsque on regarde l'émission de CO2 pour Decathlon, 80% vient du produit en lui-même. Donc il y a vraiment un gros travail qui est en train d'être mené là-dessus. Et pour contraindre un petit peu à aller plus vite, puisqu'on a un impact financier, on est en train de pousser ces indicateurs jusqu'au bout de la chaîne et jusqu'à nos fournisseurs. C'est-à-dire que lorsque vous regardez nos fournisseurs qui sont nos fournisseurs Tier 1 et Tier 2, qui représentent 60% de notre production, on leur impose des KPI d'émission. Donc on est arrivé on reste à l'intérieur de Decathlon, donc on va vers les filiales, mais on va contraindre également nos fournisseurs qui, eux, ont un impact chez nous, indirect, de façon à pouvoir le contrôler. Et je pense que c'est là où le financement a apporté quelque chose de nouveau, c'est que les CFO poussent pour, car ils sont directement impactés au niveau des frais financiers. Et voilà, là où on en est aujourd'hui, c'est pas complètement parfait, je ne vais pas vous le cacher, hein, quand vous essayez de mettre en place des KPI sur des activités qui étaient plutôt managées au sens large, c'est pas toujours simple, mais aujourd'hui, on a réussi à le faire par grosse activité. On voudrait redescendre par unit et par pays, puis par unit. Est-ce que là, vous êtes en train de mettre un coup d'accélérateur, notamment sur le sujet carbone. Oui. C'est en partie lié à des performances que vous... C'est plus que lié à des performances. En effet, sur l'année qui est passée, on s'est rendu compte qu'on était au-delà de nos espérances sur 5 indicateurs, et que le 6e, qui est l'émission de CO2 par produit, n'était pas rempli. Et donc, quand vous commencez à impacter les financiers réagissent, et c'est ce qui s'est passé cette année. On s'est rendu compte à partir de janvier qu'on n'allait pas être au rendez-vous sur l'indicateur. À partir de février, on a notre DAF DAF Group qui est rentré dans la boucle en disant, en réunissant tout le monde en disant on a un problème, il faut le résoudre maintenant. On a un cabinet qui est en train d'intervenir aujourd'hui, qui est le cabinet Estin, et qui est en train de travailler de façon à résoudre ce problème pour l'année prochaine, ce qui sera assez simple puisque le Covid a diminué un petit peu notre émission de CO2, notamment juste du fait de la baisse du chiffre, mais également de tout ce qui est appro. Mais globalement, c'est surtout pour aller chercher dans les 5 années qui viennent les engagements qu'on s'est fixés, puisqu'ils sont quand même assez compliqués en termes, et agressifs en termes de réduction de CO2 par produit. Donc voilà, impact financier, réaction immédiate. Super, merci. Guylaine, HSBC très engagée sur ces sujets, on travaille ensemble aussi. Donc toi, tu as écouté cette table ronde, ces témoignages, qu'est-ce qui t'a marqué? En forme de résumé, puis ensuite on prendra vos questions.
Oui, très intéressant et merci à tous pour vos témoignages. On peut en retenir, je pense, plusieurs choses, mais le premier point qui me marque, c'est quand même vraiment l'intégration de la RSE maintenant à la stratégie des entreprises. Et je pense que pour nous, en tant que banquiers, financeurs et potentiellement donc coordinateurs de ces opérations qui intègrent des critères RSE, c'est ce qui nous intéresse aussi, c'est le fait que s'intéresser à nos clients, à leur business model, à leur stratégie, c'est aussi comprendre tout ça. Et c'était sans doute pas le cas il y a quelques années, mais c'est vrai que l'émergence et le développement très rapide de cette finance durable a aussi permis aux banquiers d'être un levier d'accélération pour les entreprises de ce type d'opération. En tout cas, c'est très marquant de voir que vous avez tous eu finalement des actions structurelles dans vos entreprises suite à l'intégration de ces critères RSE, soit au niveau de l'equity, soit au niveau de la dette. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment important et marquant. C'est aussi le fait que vous ne parlez pas tant de communication externe, même si l'objectif c'est vraiment d'avoir de bout en bout de la chaîne, en fait, y compris l'attractivité vis-à-vis de nouveaux investisseurs. Il y a quand même cet objectif-là final, ou de financeurs, en fonction de ce que vous faites. Mais globalement, on parle beaucoup de mobilisation, je trouve, interne. Comment on fédère les équipes, et c'est ça qui prend le dessus. C'est vraiment des projets internes très structurants, et on n'est pas seulement au stade d'une communication, donc ça, c'est intéressant. Le troisième point que je trouve intéressant, c'est la sincérité des démarches. On voit bien que derrière, M. Rousseau parle aussi des potentiels objectifs non atteints. Donc il y a un moment où l'entreprise, à tous les niveaux de l'entreprise, se retrouve quand même prise dans une aventure commune. Et donc il y a une sincérité de démarche. On ne peut pas se lancer dans ce type d'opération sans sincérité. Et ça, pour un banquier, c'est quelque chose d'important parce qu'on finance les entreprises sur le long terme. Donc, on cherche des partenariats, finalement, avec toutes les aventures et les aléas qu'il peut y avoir à travers l'histoire. Mais globalement, c'est plutôt ça. Donc, l'horizon de long terme va intéresser le banquier, va intéresser les financeurs. Et de ce point de vue, la RSE est un vrai atout. Et le dernier point que je note, c'est sans doute l'idée de la trajectoire aussi, de la transition. On sait très bien que, et c'est ce risque de greenwashing qui a un peu pointé du doigt, et c'est bien normal quand on parle de finance durable, c'est de se dire, est-ce que ce qu'on fait est vraiment green? Est-ce que c'est vraiment la bonne analyse? Alors, c'est compliqué. On ne peut pas passer d'une situation brown à du green sans avoir tout un échantillonnage de couleurs entre deux. Et je pense que, très clairement, c'est la position d'HSBC, de beaucoup de banques. C'est ce qu'on essaye de faire, de financer cette fameuse transition et d'avoir justement des trajectoires claires de nos clients, où on sait où ils vont et où nous, on peut les accompagner, et de se faire justement accompagner aussi par des agences externes comme Etifinance. Donc c'est pour ça qu'on aime travailler avec des agences comme Etifinance, pour avoir vraiment une crédibilité, une sincérité de la démarche, et pouvoir justement se benchmarker, mais aussi dire au marché ce que l'on fait. On sait où on en est, on n'est peut-être pas Voilà, c'est pas encore la Rolls-Royce peut-être de la RSE, mais en tout cas, on est dans une démarche dont on mesure les étapes et où on sait à quelle étape on veut s'inscrire. Donc d'un point de vue du banquier, voilà, toutes ces démarches sont extrêmement vertueuses pour financer sur des horizons longs. Merci Guylaine. Pour ceux qui sont dans la salle, je pense qu'une partie d'entre vous suit de très près ces sujets, mais c'est vrai que cette trajectoire et cet alignement des acteurs, on le voit évidemment du côté des acteurs institutionnels, que ce soit au niveau français ou au niveau européen. Récemment encore, l'AMF a produit une note de position disant qu'elle souhaitait que les second party opinions sur les green bonds soient inclus dans les prospectus des obligations, ce qui est pour l'instant pas une obligation et pas la pratique. Il y a des travaux très importants qui vont produire des obligations nouvelles de reporting, à la fois pour les financiers et puis pour les émetteurs en termes de part de chiffre d'affaires alignés sur la taxonomie verte, etc. Donc on a vraiment un système qui est en train de s'aligner. Autant faire le job proprement, parce que sinon il faudra le refaire from scratch. Donc ce qui est intéressant
avec les acteurs autour de la table, c'est que tous, d'une façon ou d'une autre, nous ont demandé de les challenger et de les faire progresser. Donc ça, c'est important. Donc merci de vos témoignages. Alors, on a déjà quelques questions, alors certaines ciblées et d'autres pas. Donc j'en partage, et puis ceux qui veulent s'exprimer directement depuis la salle le feront. Alors, il y a notamment une question qui est comment le top management de vos entreprises perçoit ces sujets de financement durable? Est-ce qu'ils sont formés, impliqués sur ces critères-là? Alors là, je pense que ça vise les entreprises. Qui veut répondre? Je peux y aller. Globalement, nous, en lançant le projet, on l'a présenté au conseil d'administration. Donc, le top management a validé et pour être transparent avec vous, était même plus agressif, puisqu'au départ, on a challengé notre trajectoire avec eux, puisqu'on l'a présenté avec notre service RSE, et a fait challenger et surtout envoyer un message à tous les DAF Group en mettant toutes les DAF du groupe en mettant dans la boucle que globalement, ils avaient vu le projet, qu'ils l'appuyaient et qu'ils espéraient que tous nos DAF respectent leur engagement. Donc voilà, ils sont au courant. Je vous avouerai qu'ils nous ont envoyé un petit rappel puisqu'on est en retard sur notre engagement de renouvellement de lignes avec des critères RSE. Covid étant passé par là, j'ai eu 3 renouvellements que je n'ai pas pu faire en critères RSE parce que je n'ai pas eu énormément de temps. Et ils m'ont mis un petit rappel en me disant que j'avais 3 renouvellements de retard. Donc ils sont bien au courant et ils suivent clairement nos indicateurs, aussi du fait que la directrice RSE est membre du conseil. Donc ça a quand même un impact qui est assez important chez nous. D'accord. Jérôme, je peux témoigner que j'ai vu M. Blanchard, CEO, très fréquemment. Vous l'avez vu David Hoffman aussi. Non, mais moi, comme j'expliquais, notre modèle, il est vraiment basé sur le développement durable. Donc la RSE, c'est vraiment quelque chose qui est ancré chez nous. Nous, on se sert en fait des outils qui nous sont mis à disposition pour structurer en fait l'entreprise. Et donc cette démarche RSE, en fait, c'est vraiment une démarche de construction. On ne la subit pas, on essaie au contraire de l'utiliser pour bâtir et construire. Donc c'est quelque chose qui est très ancré chez nous et qui est un véritable outil pour nous. Oui, pour rajouter un élément, le top management a aujourd'hui pleinement conscience que les critères RSE, c'est quelque chose d'important. On est passé sur les marchés financiers du tout financier, où seuls les critères financiers pouvaient compter dans une approche d'investissement ou de désinvestissement. Aujourd'hui, on est sur une approche mixte avec à la fois les critères financiers, il ne faut pas se leurrer, ils sont toujours là et probablement qu'ils existeront toujours, quoique, accouplés avec ces critères ESG. Donc on a cette double analyse côté investisseur qui est prise en compte par le top management, c'est aujourd'hui essentiel. Et quand je disais, quoique les critères financiers seraient pris en compte dans le futur, on voit des sociétés de gestion aujourd'hui nous dire, grâce aux critères ESG, grâce au suivi de ce qu'on appelle des controverses sur Internet, on est capable de prendre des décisions d'investissement ou de désinvestissement. Et quelque part, les critères ESG sont en avance de phase par rapport aux critères financiers, sont la résultante, et la finance est la résultante de ces critères ESG. Donc peut-être que demain, on aura des fonds ESG qui investiront uniquement sur la base de ces critères. Juste un point pour ajouter, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais globalement, il y a à peu près la moitié des questions de nos actionnaires et de nos investisseurs qui concernent en fait la démarche ESG en fait. Donc c'est un vrai sujet d'échange avec nos actionnaires, comme c'est un sujet, comme je le disais, qui est complètement intégré dans notre projet d'entreprise. Alors, il y a une question à laquelle je me propose de répondre qui dit, finalement, vous parlez beaucoup des critères vertueux dans les financements durables, et pourquoi ça n'est pas systématique de la part des entreprises? Est-ce une peur de se faire évaluer, du greenwashing, etc. C'est clair que là, on parle, et on a autour de la table des entreprises relativement précurseuses, je ne sais pas si ça se dit, sur ces sujets. C'est un marché très nouveau encore, et en fait, il y a déjà une acculturation
d'acculturation des CFO, si je puis dire. Hein. Ce n'est pas forcément des choses qu'on apprend dans les écoles de finance, encore que maintenant ça commence à s'installer dans le paysage. Donc il y a une logique d'acculturation. Il y a aussi du côté des banques, on peut le voir au niveau des réseaux, autant c'est au niveau des sièges, ça n'a pas forcément toujours percolé au niveau des réseaux. Donc on peut rencontrer des entreprises dans les régions qui disent « Ah oui, c'est intéressant votre truc, mais personne m'en a parlé ». Voilà, il y a tout ça mis bout à bout. Quand vous êtes sur des entreprises de taille plus petite, voilà, la notation extra-financière, ce n'est pas forcément quelque chose qui est connu, qui est maîtrisé éventuellement. En effet, ça peut faire peur parce qu'on se dit... on n'est pas comme les grandes entreprises, on n'a pas un service RSE, on va se faire massacrer en notation, etc. Il peut y avoir tout ce type voilà. Mais clairement, on est au début d'une démarche et les acteurs qui sont là ont voulu faire cet acte de transparence. Hein. C'est pas banal, hein, parce que dans aucun des cas, d'ailleurs, la notation n'a été dithyrambique. Hein. Voilà, on est là pour noter, on n'est pas là pour faire plaisir. Mais il y a vraiment cette idée de progresser. Il y avait, Guylaine, et je vois que c'est la dernière question, donc très court, une question qui était finalement comment les banques évaluent la pertinence des critères et des méthodes de mesure qui vont encadrer ce type de crédit, par exemple. Alors c'est un peu le but des agences de notation, mais je te laisse répondre. Oui, tout à fait. Oui, je crois que ce n'est pas un rôle en tant que tel d'évaluation que l'on a. On est plutôt en amont, c'est-à-dire qu'on va aider plutôt l'entreprise à structurer ses critères, à identifier ce qui est pertinent, sachant qu'il y a aussi, on en a peu parlé aujourd'hui, mais des standards de marché qui en fait régissent les critères et la façon dont on doit mettre en place ce type d'opération. Donc en fait, ce standard, on cherche à le respecter, nous en tant que banque. Ce sont des standards internationaux. Il y a eu les Green Bond Principles, Green Loan Principles, et puis on a maintenant un standard, les SLLP, Sustainability Linked Loan Principles, qui régissent en fait ces types de crédits adossés à des critères. Donc on est en amont et après, justement, on cherche, en tout cas chez HSBC en France, à se faire entourer et aider d'experts externes indépendants qui ont justement l'expertise pour juger réellement de la qualité en fait de ce qui est mis en place par l'entreprise, et ça c'est important. Donc il y a à la fois le rôle de l'auditeur du CAC qui va chaque année vérifier la data pour nous dire en effet l'entreprise a mis en place un objectif de CO2, il est atteint ou il n'est pas atteint, et en fonction de ça on fait varier les marges de crédit, donc ça c'est relativement binaire. Et il y a un rôle qui est important, moins connu peut-être, mais qui est celui d'une agence comme Etiffinance, en fait, qui va à la fois vérifier qu'on suit bien les standards et aussi la pertinence des critères, est-ce qu'elle est là, et même dans le temps. C'est-à-dire que chaque année, on peut se dire l'entreprise a changé d'ambition, son secteur a changé au niveau réglementaire, il y a des choses plus fortes, plus importantes, le périmètre a changé, et donc est-ce que c'est toujours pertinent ou pas, et donc on se fait entourer d'agences comme ça pour juger ça et l'évaluer. Merci beaucoup. On a dépassé de 2 minutes, ce qui est énorme. Alors, je vous propose, à qui il reste des questions, finalement, de nous retrouver dans les couloirs. Ou, enfin, voilà, je crois qu'il va falloir qu'on laisse la salle assez vite. En tout cas, merci de votre attention. Merci d'avoir été si nombreux. Merci. Espérons que ça vous a intéressé.